Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour parler de la dette technique. Donc, pour les 45 prochaines minutes, on va parler d'AI et de dette technique, deux sujets chauds. Avant qu'on commence, qui je suis? Moi, c'est Xavier, je suis développeur full stack chez Equimogene depuis 5 ans. Je suis artisan logiciel, hein, donc je vais parler d'AI, mais la qualité pour moi, c'est super important. J'ai 14 ans d'expérience dans le dev et on va dire que je fais de l'IA de manière plus avancée à peu près depuis un an environ. Donc, mon parcours avec l'AI, c'est quoi? Alors, si je vous parle d'AI, mais pourquoi je vous parle d'AI? Alors déjà, il y a un peu plus d'un an, enfin avant novembre 2024, on va dire, j'étais plutôt en mode spectateur. Je regardais ce qui se faisait. Je voyais que ça allait changer des choses dans notre métier, mais je ne voyais pas trop comment ça allait marcher. Je ne disais pas, OK, ça va révolutionner, ça va changer le monde, ça va m'aider, ça va changer les devs, etc. Je suis plutôt en mode observateur. Après, en novembre 2024, il y a JetBrains qui a sorti leur première plugin AI. Donc, c'était un petit peu leur assistant AI en stéroïde. Enfin, non, d'abord, il y avait deux choses. Il y avait Juni qui était leur assistant AI. J'ai testé qui était vraiment très lent. On lui demandait quelque chose, il avait 5 minutes à réfléchir, à répondre. Et c'était vraiment les débuts, c'était il y a un an. Puis, de toute façon, ça va très vite. Donc, j'étais pas convaincu. Par contre, il y avait aussi leur plugin d'IntelliSense, leur nouveau plugin d'IntelliSense AI, qui pour moi devrait juste le plugin d'IntelliSense, qui coûte 10 $ par mois en plus, mais qui lui est vraiment bien. Donc, ça, je l'ai gardé. Après, en février 2025, j'ai eu l'occasion, avec mon client, de pouvoir utiliser Cursor et Copilot. En fait, c'était mon premier pas avec le codage avec un agent. C'était bien, mais j'ai pas aimé parce que c'était VS Code. Désolé, je déteste VS Code. Mais à côté, j'ai pris une subscription à Claude et en fait, j'utilisais plutôt Claude en mode de conversation. Donc, je copiais des bouts de snippets. J'avais des conversations avec Claude à côté et je copiais des bouts de code et que je remettais dans mon code. C'était pas du tout en mode agent. Et en mai à peu près, donc tout le temps, j'ai continué d'utiliser JetBrains. À partir de mai, j'ai commencé à utiliser Claude Code, donc vraiment en mode agent. En plus, il y a une intégration avec IntelliJ, donc super, j'étais content. Et donc depuis mai, je l'utilise, mais vraiment depuis juillet, j'utilise vraiment tous les jours et j'apprends vraiment. C'est vraiment un truc qui change souvent, j'apprends tous les jours et je vois vraiment ce que ça m'apporte. Donc, je disais qu'on va pas de dette technique, mais c'est quoi la dette technique et pourquoi ça s'accumule? Donc, il y a trois facteurs principaux pourquoi la dette technique va s'accumuler sur votre projet. Donc, d'abord, la première, c'est la dégradation de l'écosystème externe. Donc, ça va être, vous mettez votre code en prod, les dépendances, ça va devenir obsolète, il y a des nouvelles versions qui vont arriver, il y a des vulnérabilités qui vont apparaître, par exemple. Ou alors, votre langage va évoluer. Des choses dont vous avez besoin d'une dépendance avant, maintenant, ça va être natif dans le framework. L'accumulation des décisions internes, donc par exemple la pression pour livrer. Donc, on va prendre des raccourcis pour, conscients ou non, hein, mais on va prendre des raccourcis dans notre code, ça crée de la dette technique. Et aussi la complexité et la croissance. Au départ, on va dire, on va super, notre application, ça marche bien sur 10 utilisateurs, puis demain, on va en avoir 1000 car ça décolle. Ça marche peut-être plus. Et où est-ce que l'IA peut nous aider ou pas? Donc, le potentiel de l'IA, ça va pouvoir vous aider à pouvoir analyser des milliers de lignes de code assez rapidement, détecter des patterns obsolètes, parce que quand il va regarder votre code, donc c'était entraîné sur plein de codes, donc ça va pouvoir reconnaître des patterns, proposer des migrations, automatiser du refactoring. Ça, c'est tout ce que l'IA pourra faire. Par contre, le risque, c'est aussi ça va vous faire des suggestions qui n'ont aucun contexte. Parce que c'est bête, ça n'a pas de contexte métier. Ça ne connaît pas pourquoi vous avez fait ça. Ça va vous proposer des estimations irréalistes. On verra juste après. Les changements, on va non tester, il va faire des changements. Et du coup, le risque, si on ne la maîtrise pas, ça peut être, on va augmenter la dette technique au lieu de la diminuer. Avant de continuer, une petite définition. Donc, c'est quoi un LLM? Donc, c'est un système D. Alors déjà, quand je vais parler d'AI, toute la présentation, je parle de LLM. Les AI, c'est plein de choses, mais moi, je parle juste de LLM. LLM, c'est quoi? C'est un système d'IA générative qui va comprendre et générer du langage naturel. Donc, par exemple, GPT 4.5, GPT, Claude, Gemini, il y en a plein. Et un agent de codage, c'est un outil qui va lire et modifier du code de manière autonome. Autonome, c'est vraiment le mot important. Donc, c'est un peu vraiment la différence avec l'IntelliSense. Et donc, ça va prendre en entrée du langage naturel et c'est pour modifier votre code. Donc, par exemple, Claude Code, Cursor, GitHub Copilot, tous ces outils-là. Mais comment ça fonctionne derrière un LLM? Donc, en fait, il y a deux étapes clés. Il y a une première étape qui va être vraiment le pré-training. Donc, c'est ça qui va peut-être très, très cher. C'est pour ça qu'on n'a pas des nouveaux modèles qui sortent toutes les semaines, enfin, tous les jours. Donc, ça va prendre des milliards de données d'exemples. Donc, ça va dire tout Internet, tous les livres, tout GitHub, bref, tout ce qui est du texte, pour derrière apprendre à détecter des patterns et ce qui va prédire ce qui va arriver après. Donc, ça coûte très cher en entraînement. Ça demande des semaines et des mois. On va utiliser des milliers de GPU, voire des millions, je ne sais pas. Et voilà. Et derrière, il y a une deuxième phase qui va être le fine-tuning. Donc, sur cette phase-là, on va prendre le modèle qui a déjà été pré-entraîné, qui comprend le langage et qui sait prédire le mot d'après. On va d'apprendre à le cadrer, donc avec moins de données, avec un feedback humain, pour réussir à lui avoir des comportements qu'on veut, le comportement sur lequel on veut. Donc, par exemple,
avoir inciter à la haine, ce genre de choses. Vraiment, c'est vraiment toutes les choses. Donc, chaque modèle va avoir un petit peu ses guidelines qu'ils vont vouloir donner au modèle. Aussi, c'est pour ça que tous les modèles sont d'accord avec vous, qu'ils ont appris à être d'accord avec vous. C'est une feature. Qu'est-ce qui se passe quand vous posez une question à un AI? Donc, vous envoyez un prompt qui va être analyse cette fonction. Qu'est-ce qui se passe? Ça va le tokeniser, donc le diviser en morceaux. Donc, c'est à peu près un token, c'est à peu près un mot, mais plus ou moins. Ça dépend des algorithmes. Donc, ça va envoyer analyse cette fonction. Après, le modèle, il va traiter tout ça dans son gros réseau de neurones et il va détecter le token suivant le plus probable, donc sur ce qu'il a appris. Donc, par exemple, si on a une fonction qui va être def calculate, le prochain token sera peut-être x ou self. Mais c'est non déterministe, donc c'est l'un ou l'autre. Et il va ajouter ce token à la séquence et puis il va répéter ça à l'infini. Alors, ce qui est important, c'est que c'est le plus probable et que ce n'est pas forcément le plus correct. C'est juste des statistiques, c'est pas de la magie. Donc, c'est quoi les capacités d'un LLM? Donc, ça va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, ça va pouvoir analyser des milliers de lignes de code en quelques secondes, ou quelques minutes. En tout cas, ça veut dire en quelques secondes, mais c'est les analyser en quelques minutes. C'est très bon pour reconnaître des patterns. Et tout le code qu'il a appris, par exemple, s'il a appris, enfin, de toute façon, on le sait, il a lu tout GitHub, même s'il n'avait pas le droit avec les licences, mais il a quand même tout lu. Donc, il est très bon à reconnaître des patterns. Il va voir les patterns, les anti-patterns, les code smells, ça, il sait le faire. C'est aussi très bon pour prendre un exemple. Si vous voulez quelque chose en spécifique, un output spécifique, etc., donnez-lui un exemple, il va savoir s'adapter. Ça marche très très bien. Ça permet aussi de se connecter à des outils, donc par exemple lire des fichiers comme du code, exécuter du code, se connecter à des serveurs, MCP, etc. Bah, voilà, c'est un petit peu toutes les fonctionnalités à côté. Par contre, ça a quand même des grosses limitations. La première limitation, c'est le cottage knowledge cutoff. Donc par exemple, Claude Sonnet, il est entraîné jusqu'au janvier 2025. Pour lui, il est en janvier 2025. Tout ce qui est après, il ne connaît pas. C'est pour ça que les gens ils disent ah, ça ne connaît pas l'actualité. Non, ça ne connaît pas l'actualité, puisque quand c'est entraîné, ça ne connaît pas les derniers trucs d'hier. Donc, notamment les dépendances de vos librairies. Par exemple, il va croire que React, c'est encore la version 18. On lui dit React 19, ça n'existe pas. Si. Donc ça dépend vraiment de votre modèle. Quand vous utilisez un modèle, renseignez-vous, c'est quoi la date de knowledge cutoff de votre modèle. Ça peut faire des hallucinations. Donc, les hallucinations, on en a déjà tous eu. C'est que ça va vous proposer quelque chose qui a l'air très, très vrai, mais qui est complètement faux. Donc, ça peut inventer des API, par exemple. Vous avez une librairie, vous auriez bien une API, une fonctionnalité qui fasse X, Y, Z. Vous direz, hey, get X, Y, Z. Peut-être que ça n'existe pas. Ce serait super bien, mais ça n'existe pas. Il y a aussi une context window. Ça dépend des modèles, mais environ 200 000 tokens. C'est un truc à peu près courant aujourd'hui. La context window, c'est la limite de mémoire. C'est tout ce que votre modèle peut connaître. Tout ce qui est, c'est une file, c'est FIFO. Vous mettez des choses, il va rentrer dedans, puis au fur et à mesure, ça va sortir. Et ça, en fait, comment ça marche, c'est qu'à chaque fois que vous posez une question, par exemple, si vous lui demandez, ça fait combien 4 plus 4, il va vous répondre 8. En fait, tu lui dis, et en anglais? Lui, il va dire, mais quoi en anglais? Parce qu'en fait, au départ, il ne sait pas la conversation. Ça, c'est vous utilisez le mode API. Mais les agents, ils vont toujours reprendre l'ensemble de la conversation. Donc, quand vous allez demander et en anglais, il va envoyer 4 plus 4, 8 et en anglais, et lui, il va inférer que vous voulez la réponse en anglais, en fait. Donc, c'est pour ça que la context window fait que s'agrandir. À chaque fois que vous répondez, ça rentre tout ce qu'il y avait avant à chaque fois. C'est aussi mauvais pour le raisonnement complexe. Les algorithmiques, les maths avancées, c'est mauvais. Si vous voulez faire des maths pour une calculatrice, ça marche mieux. C'est drôle, mais en fait, comme c'est non déterministe, on veut des maths qui sont déterministes quand même. J'espère. Et il y a un petit peu deux façons d'utiliser l'AI dans le développement. Donc, il y a la première façon qui est le vibe coding. Donc, pour moi, le vibe coding, c'est vraiment la philosophie, c'est ça marche, donc c'est bon. Et on va plutôt avoir un prompting plutôt de haut niveau, on va dire, crée-moi une page d'utilisateur. Il va créer une page d'utilisateur. Ça va pas être exactement ce qu'on veut, on va lui dire, mets le bouton un peu plus à droite, un peu plus à gauche, fais ci, fais ça. Puis jusqu'à ce que ça marche. Donc, genre, on va pas faire de review. C'est un petit peu comme si on est sur Stack Overflow et qu'on faisait du copy-paste à l'aveugle, et puis on se dit, ça marche pas. Bon, notre post. Ça marche pas. Ça marche, c'est bien. C'est sûr que ça va être très rapide au début. En fait, on parle un petit peu de la règle des 70%. Avec le vibe coding, les 70 premiers pourcents vont être vraiment rapides à faire. Par contre, les 30 derniers pourcents vont être laborieux. C'est là que vous allez créer de la dette technique ou que vous allez complètement bloquer, en fait. Vous avez déjà peut-être vu des articles des gens qui disaient j'ai vibe codé un truc, ils n'ont plus qu'à mettre en production. Sauf que les 30 derniers pourcents pour mettre en production, en fait, tu vas tout refaire. Donc, sur le long terme, vraiment, on va créer de la dette technique. Par contre, ce qu'on va faire, nous, c'est de l'ingénierie assistée par les AI. Donc, on va avoir des prompts plus précis. On va vouloir comprendre ce qu'on fait. Donc, on va vouloir reviewer à chaque étape, faire des tests, comprendre et adapter ce qu'il fait. Donc,
faut considérer que l'output de l'AI, c'est une sorte de draft que vous allez pouvoir améliorer. C'est sûr que ça va être plus lent au début, hein. Vous n'allez pas avoir votre page d'utilisateur complète en, je sais pas, en 10 minutes. Et sur le long terme, vous allez avoir une application qui sera vraiment maintenable. La mentalité, ça va vraiment que l'IA propose et vous validez. Un truc, c'est quand je dis comprendre et adapter, c'est pas relire mot par mot, vraiment tous les mots, c'est vraiment comprendre la logique, l'architecture qu'il va avoir à mettre en place. Surtout s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez-lui, dire bah, qu'est-ce que tu as voulu faire là, challengez-le aussi. Parce que, si vous le challengez, il va dire ah bah oui, c'est vrai, tu as raison, j'aurais dû faire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans la présentation? On va voir comment faire de l'ingénierie assistée par AI, pas du tout vibe coding. Le vibe coding, c'est bien, c'est pour faire un prototype rapide pour tester, hein, je ne dis pas. Voir comprendre et valider à chaque étape. On va l'appliquer sur un vrai code legacy. Donc, un vrai code legacy, c'est un kata, donc c'est Extreme Carpaccio, c'est un jeu, un jeu, mais ça illustre une situation professionnelle. Le code c'est du code qui a à peu près 10 ans, donc il était très bien, il y a des tests, etc., mais il n'est pas maintenu. Donc, les dépendances sont complètement obsolètes. C'était du React 0.12 qui n'était même pas en version stable. Donc voilà, le code était de bonne qualité à l'époque, mais il y a une dette technique significative aujourd'hui. Avant qu'on continue, j'aimerais avoir à main levée qui n'a jamais utilisé un agent pour coder. Okay. Et qui en utilise au quotidien? Ok, donc il n'y a pas trop d'entre-deux, c'est tout ou rien. Donc pour la démonstration, vous allez voir un pattern qui va se répéter à chaque fois. On va demander à l'AI d'analyser. Alors ça va vraiment le faire très bien, ça va vous valider tout votre code, les dépendances, etc. Que vous pourriez faire aussi vous-même, hein. C'est juste que si vous le faites vous-même, ça va vous prendre 1 heure peut-être, hein, ou plus, hein, selon la taille de votre code. Là, pour un exemple, le kata, par exemple, la partie back-end, il y a 9 fichiers et 700 lignes de code, et le front-end, il y a 2 fichiers et puis peut-être 1000 lignes de code. C'est une miniature, mais ça va lui prendre quelques minutes. Vous, ça vous prendrait peut-être, je sais pas, 10-15 minutes. Et sur un vrai projet qui fait plusieurs milliers de lignes de code, il y a plusieurs milliers de fichiers, c'est quand même long. Donc, la première étape, c'est de demander à l'AI d'analyser. Ensuite, nous, on va évaluer ce que l'AI a proposé et décider. Et ensuite, on pourrait demander, donc on va pas le faire là dans les démos, hein. L'objectif, c'est pas de montrer que l'AI sait le faire, elle va pouvoir le faire à force, hein. C'est derrière, l'AI va pouvoir exécuter, ou alors vous pourrez exécuter. Vous pouvez lui demander de générer des tâches pour vous le prendre en input pour donner à des Jira ou ce que vous voulez après. Donc, le premier prompt, hein, on va le lancer tout de suite, hein, parce que ça prend un petit peu de temps quand même. Hop. Donc, je tourne. On va parler. Hop. Donc déjà, quand on veut le nommer un prompt, donc là, je ne l'ai pas dit, mais en fait, j'utilise Claude Code. Donc, j'utilise Claude Code en mode YOLO, qui est le mode bypass les permissions. C'est je te fais confiance. Donc, certains diront que c'est pas une bonne pratique de sécurité, etc. On peut l'utiliser en mode sandbox, hein. On peut l'utiliser en Docker, par exemple. Au début, je ne l'utilisais pas, mais en fait, je trouvais que c'était trop de distraction parce que toutes les 15 secondes, il me disait est-ce que je peux utiliser ce tool-là est-ce que je peux utiliser ce tool-là je veux bien que je fasse une notification là. Ouais, en fait, à force, on passe son temps à dire oui, 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 oui. Et on ne lit même plus finalement. Donc, par contre, ce que j'utilise ici, c'est le. Je ne dis pas que je voulais l'activer, mais sinon, c'est le mode plan. Donc, en fait, le mode plan avec Claude, c'est un mode read-only. Donc, c'est super pour pouvoir analyser une base de code, explorer du code, puisque là derrière, il ne pourra pas faire de modifications destructrices. Donc, surtout, donc, le prompt 1. Donc, je vais faire un prompt qui analyse la dette technique de mon projet. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je ne lui ai pas dit « et analyse la dette technique de mon projet ». C'est super vague, il va me proposer plein de choses, n'importe quoi, c'est pas précis. Donc là, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis « analyse la code base pour la dette technique et les problèmes d'architecture ». Je lui dis sur quoi se focuser. Donc, les codes smell, les anti-patterns, les dépendances qui sont obsolètes, les problèmes d'architecture, de sécurité, etc. Puis après, je lui dis qu'est-ce que je veux comme output. Parce que si je lui demande juste analyse, qu'est-ce qu'il me donne à la fin? Il me dit c'est bien, c'est pas bien. Donc, je lui dis, pour chaque problème, dis-moi à quel endroit tu as le problème. Donc, le fichier, quel fichier, quelle ligne, c'est quoi le problème. Évalue-moi la criticité, donc entre low à critique. Donne-moi un temps, un effort pour le fixer. Donc, c'est là, on va voir, c'est pas forcément fiable. Enfin, pas fiable. Ça ne veut rien dire pour moi. Et propose-moi une suggestion de remédiation. Donc, derrière, il lui dit aussi, donne-moi des coups de pune, etc. Donc, peut-être encore. Donc, qu'est-ce que Claude fait pendant ce temps-là? Donc, on regarde en fait. C'est trop petit ou vous arrivez à lire? Je peux zoomer un peu. Hop. Donc, on voit qu'il va vraiment lire les fichiers un par un. Donc, derrière, il est très très bon pour faire les outils comme ça. Ils sont très très bons pour utiliser grep, ls, ce genre d'outils. Vous allez voir, il fait que des grep. Il va être aussi bon que faire grep.
Voilà, donc là, il va vraiment lire tous les fichiers, etc. Il va exécuter quelques commandes. Par exemple, il va exécuter lint. Je lui ai demandé d'analyser les versions, mais il va faire npm view pour regarder les dernières versions, etc. Donc là, il a fini. On peut aussi voir, hop, j'ai fait command O pour voir un petit peu, hop, avant. Donc bah là, c'est qu'elle a fini, mais sinon, pendant son process de raisonnement, on peut faire, avec le code, on peut faire command O pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait derrière. C'est quoi son raisonnement. Donc là, on voit un petit peu l'output. Hein. Donc il va lire les fichiers, il va analyser, donc il va d'abord tout lire, puis après il va tout mettre ensemble dans son contexte, il va pour faire l'analyse et faire un rapport qu'on a ici. Hop, je prends mes slides, mode plan, j'en ai parlé. Donc le rapport. Donc qu'est-ce qu'il va trouver? Donc là, je le découvre avec vous, hein, comme c'est non déterministe, hein, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est jamais la même chose. Bon, c'est jamais la même chose aussi, c'est quand même plus ou moins, c'est jamais le même résultat complet, mais c'est quand même plus ou moins les mêmes problèmes qu'il trouve. Donc ça utilise des vulnérabilités, des dépendances qui ont complètement dépassé. Je disais Bower, React 0.12, des problèmes de sécurité, des problèmes de JavaScript Legacy, on utilise des var partout. En premier issue critique, il me dit que Bower est complètement déprécié, l'ancienne version de React, exécution de code arbitraire avec on vend des new functions, ce genre de choses. Par contre, il y a aussi pouvoir trouver qu'il y a des problèmes de callback L. Dans le code, c'est avant les patterns async await, il y a des callbacks vraiment à l'infini, et du code dupliqué. Mais en tout cas, c'est quand même pratique parce que dans ça, on a output, hein, il va chaque fois me dire, il a dit ou pas? Ah si. Voilà, c'est des where everywhere, mais sinon il va me dire, voilà, dans ce fichier-là, il y a ce problème-là, dans ce fichier-là, il y a ce problème-là, etc. Par contre, il faut quand même mettre en contexte ce qu'il nous a proposé. Donc, il dit, oui, il y a du code arbitraire qui peut exécuter en faisant une new function, et c'est un point de sécurité. C'est sûr que si on fait ça dans le code, en vrai, ça peut être un point de sécurité. Mais dans le contexte du jeu, c'est une feature, puisqu'on peut avoir des configurations sur lesquelles on peut écrire du JavaScript pour créer du code custom. Voilà, donc c'est pas du tout un point de sécurité high, c'est une feature critique. Et il le sait pas. Migration TypeScript, c'est du JavaScript. Je veux dire, hey, fais du TypeScript. Migration 8-10 jours. Ouais, c'est super long. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 minutes de code. Ça prendra jamais 10 jours à migrer 10 minutes de code. Les librairies, ici, je pense qu'il a fait npm view, fait qu'il upgrade sur React 18. Hein. Faut le dire, React 18, c'est la dernière version. Alors qu'il a fait npm view. Puis derrière, l'IA ne va pas connaître vos contraintes projet. Qu'est-ce qui est critique pour vous là-dedans? Est-ce que c'est migrer à React 18? Est-ce que c'est un problème de sécurité? C'est le callback L? Finalement, oui, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment à vous de le déterminer. Ça peut vraiment être une base de travail pour vous, pour pouvoir discuter avec vos collègues. Vous prenez ça, vous le retravaillez, vous discutez avec vos collègues, vous dites, OK, bon, on a vu un petit peu tous ces problèmes-là, et ça vous donne vraiment une base. Ne prenez pas juste les résultats en disant, hey, vas-y, code. Aussi, ce que vous pouvez faire après avec votre résultat, donc c'est vraiment, vous avez sorti tout ça, vous pouvez lui dire, ah bon, OK, donne-moi sur les issues 3, 4, 5, fais-moi un plan détaillé, puisque là, il dit juste, je sais pas, migre à React. Migre à React, si je lui dis migre à React, il va pas savoir le faire. On verra juste après comment le faire. Donc voilà, vous pouvez lui demander de faire un plan détaillé, faire une analyse vraiment plus poussée. Là, c'est une première analyse assez généraliste, hein, c'est pas forcément ce qu'on veut. Une deuxième chose qu'on peut faire avec les AI, hein, c'est faire des migrations majeures. Par exemple, je te disais tout à l'heure, c'est React 0.12. Moi, j'aimerais bien mettre la dernière version de React dans mon projet. On va lui demander. Hein. Hop. Ah si, avant, un truc important aussi. Là, je pars des contextes window. Donc là, je peux faire un flash context pour voir un petit peu qu'est-ce que j'utilise comme contexte. Donc là, j'utilise Claude Opus, hein, donc le dernier modèle de Claude, qui a 200 000 tokens de contexte. Donc cette analyse-là, ça m'a pris 144 000 tokens. Donc à peu près 70% de mon contexte window. Je pense que si je lui repose une question derrière, s'il va reprendre tout ce qu'il a déjà vu, et je pense que je vais atteindre la limite assez vite. Et on voit vraiment, donc là, qu'est-ce qu'il a chargé. Donc le système prompt et les système tools, ça c'est le truc de base, vous ne pouvez pas y échapper. Système prompt, c'est ce que Claude, ce qu'Anthropic a mis dans le modèle de base. Là, c'est vraiment ce qu'à eux. Et les system tools, c'est par exemple grep, etc. Voilà, tous les outils de base que lui va pouvoir utiliser. MCP tools, c'est les outils que moi j'ai ajoutés. Donc là, j'en ai deux en fait. Hein. J'ai MCP Chrome DevTools, que je vais retirer d'ailleurs, et Context7. Context7 qui permet d'avoir les dernières versions des documentations des librairies pour pallier au problème de knowledge code off. Et finalement, après, donc, il y a les fichiers qu'il a lus en mémoire et les messages. Donc finalement, ça se remplit assez vite. Et voilà, il me dit que dans 45 000 tokens, il fera un auto-compact. Claude, selon les modèles, soit ils oublient les messages au fur et à mesure. Et Claude, ce qu'il fait, c'est qu'il va juste faire un résumé, finalement, au code rollback, il fait un résumé
et de votre contexte window. Ah, faire un résumé, c'est bien, mais ça peut perdre des informations. Enfin, il va prendre l'essentiel, ce qu'il considère comme essentiel, et peut-être il oublie des choses. Moi, je vous conseille, quand ça vous arrive avec n'importe quel modèle, si vous arrivez à une limite, ben, demandez-lui de faire un résumé, vous faites le résumé vous-même et recommencez. Hein, vous faites, OK, je recommence à zéro, je lui redonne mon input qui est mon finding. Donc, peut-être là, mon finding, ce serait sortir mon fichier que j'aurais déjà nettoyé. Et voilà, je dis, OK, maintenant pars de là et continue. OK, donc migration React Major. Hop, hop. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, planifie une migration React du front-end à la dernière version. Et je lui donne des contraintes. Je lui dis, fais pas une migration TypeScript. Pourquoi? Parce que tout le code, la plupart du code aujourd'hui sur lequel il est entraîné React, c'est du TypeScript. Moi, j'ai pas envie de faire 2 migrations en même temps. En TypeScript plus migrer en React. Je lui dire aussi, valide que les librairies sont compatibles. Propose-moi une stratégie de testing end-to-end pour valider que ça marche avant et que ça marche encore après. Donc peut-être qu'il y pensé tout seul, mais c'est vraiment des contraintes que je veux être sûr auxquelles il va penser, donc je lui demande. Donc, il explore la base de code. Je vais vous montrer le petit plan, je l'ai demandé déjà. Ah, et aussi, quand vous faites la demande, à la fin, n'hésitez pas aussi à le challenger. Par exemple, il va me dire, hey, pour end-to-end testing, vous pouvez faire ça ou ça. Peut-être que vous pouvez lui dire, non, utilise ça à la place, etc. Donc, je ne sais pas si on le voit là, mais Claude, il peut aussi poser des questions pendant son plan. Donc là, c'est comme je l'ai fait la dernière fois en ma démo. Donc, à bout d'un moment, il s'est arrêté. Il m'a dit, OK, c'est une migration significative de passer de React 0.12 à React 19. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser des questions pour savoir comment planifier. Donc, il m'a dit, OK, qu'est-ce que tu veux que j'utilise comme build tool? Il m'a proposé Webpack, Vite ou autre. jQuery, tu veux faire quoi avec jQuery? Tu peux le supprimer complètement, tu peux remplacer temporairement, de manière permanente. À chaque fois, il propose des raisons, des avantages et des inconvénients. À chaque fois, on peut toujours proposer autre. Pareil pour le framework end-to-end. Est-ce que tu veux utiliser Playwright, Cypress, tu t'en fiches, tu veux autre chose? Voilà, vous pouvez lui dire. Et voilà, à partir de ça, il va pouvoir continuer son plan. Il a fini. Comme je disais que ça. Donc, il a lu le code très vite. Par contre, faire le plan, ça prend quand même quelques minutes. Donc, le plan qui m'a sorti, par exemple, la première fois, c'était. Blablabla. Hop. Donc, il m'avait dit, OK, les décisions, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc, c'était passer à vite, utiliser, garder temporairement jQuery, peut-être pour le retirer après, utiliser Playwright, mais aussi poser une question sur qu'est-ce qu'on veut faire pour l'internationalisation, utiliser toujours une librairie, ou utiliser quelque chose de natif. J'ai prends quelque chose de natif. On m'a aussi posé la question, est-ce que tu veux, aujourd'hui, il y a un seul fichier avec tous les composants dedans qui sont à la suite. Il m'a dit, tu veux tout splitter ou tu veux continuer un seul fichier? Je lui ai dit, non, migration, j'ai déjà un gros changement de migration, il y a tout dans le même fichier. En vrai, c'est pas de l'étape de faire en 2 fois si on le faisait manuellement. Même si je le fais manuellement, voilà, il m'a posé en plusieurs phases, et puis à chaque fois, il m'a expliqué ce qu'il voulait faire, etc. Donc là, par exemple, il parle de MSW pour faire les tests. Au départ, il m'a dit, je vais utiliser Playwright. En fait, OK, tu vas le démarrer, mais comment tu l'utilises en fait avec l'API? Et je lui ai dit, donc là, en fait, c'est vraiment notre bon sens et vraiment notre côté d'ingénieur, développeur qui va dire, ah non, mais là, en fait, je peux dire vraiment l'API pour tester mon truc. Je vais peut-être moquer mon input d'API pour voir si ça marche. Ça, il va pas y penser. C'est à nous d'y penser et le conseiller. Et le guider, en tout cas, plus que le conseiller. Il m'a posé des tests, blablabla. Donc, j'ai dit pas mal tout ce qu'on peut faire. Donc, on voit que c'est quand même un plan qui est assez long. Si demain, vous devez l'appliquer, vous ne pouvez pas lui dire juste. En fait, à la fin, il va me dire, hey, j'ai fini. OK, là, il m'a dit, j'ai fini. À la fin, si tu es en mode plan, il va dire, OK, j'ai fini. Est-ce que tu veux l'exécuter? Oui, non. Alors, moi, je vous conseille de dire non. Déjà, vous n'allez pas le prendre tel quel. Relisez-le. Demandez-lui sauvegarder le fichier, relisez-le, corrigez-le, adaptez-le. Et surtout, même si vous êtes d'accord avec son plan au complet, qui fait long, vous n'allez pas faire une migration d'un coup. Dites-lui, OK, fais la phase, par exemple, applique-le phase par phase, fais une to-do list, applique-le phase par phase, arrête-toi à chaque étape, laisse-moi tester, je te dirai quand continuer. Comme ça, vous, derrière, vous faites une phase 1, vous testez, est-ce que ça marche encore? Oui, ça marche. Vous committez, comme ça, vous avez un truc qui marche. Parce qu'au bout d'un moment, ça va se foirer, c'est sûr. Sur des petites choses, ça a marché, mais sur une migration complète, là, c'est un petit fichier, mais ça va forcément pas marcher à un moment. Vous allez pouvoir revenir en arrière.
Donc vraiment, dites-lui ça dans son prompt. Vous pouvez lui dire, c'est très bon pour faire lire des to-do. Hein, vous faites un fichier Markdown, vous lui dites, fais une to-do list et arrête-toi avant de, à chaque fois, tu t'arrêtes et je vérifie si c'est bon. Si je te dis c'est bon, ben, tu peux cocher, commuter et passer à la suite. Donc, paf. Autre chose que vous pouvez faire aussi avec les AI, hein, c'est pour comparer les alternatives. Par exemple, vous dites, je vais lancer le prompt, hein. Par exemple, vous voyez que vous avez une librairie body parser dans votre code et vous dites, est-ce que j'ai encore besoin de cette librairie-là dans mon code? Ben, on peut juste dire, on recherche des alternatives à vos body parser. Et on lui dit qu'est-ce qu'il va comparer. Les performances, la taille du bundle, les compatibilités avec ce qu'on utilise aujourd'hui, l'effort de migration, est-ce que la librairie elle est maintenue de manière active, et recommande-moi la meilleure option pour notre use case. Quand on pose ce genre de questions, il faut faire attention à une chose, c'est pas lui donner une réponse dans la question. Je peux lui dire, regarde les alternatives à Webby Parser, notamment, ou pense aussi à celle-là. Parce que sinon, ça va directement, il est biaisé, il va penser qu'à ça. Là, en fait, il sait pas, il va juste chercher les alternatives à Body Parser. Et finalement, mettre la réponse dans la question, c'est quelque chose qui se passe souvent, en fait. Nous, on a déjà une idée en tête. Hein. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais fait au début. Hein. J'ai vu sur Internet en disant, OK, ça peut être une bonne alternative, ce truc-là. Je lui ai dit, vous ne connaissez pas, et puis il était vraiment biaisé par ça après. Et, OK, donc là, il est assez vite. Donc là, il me dit, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait. Donc il a fait un truc simple, il a fait une recherche sur Internet. Body Parser Express Alternative 2024-2025, comparaison de performance. J'aurais sûrement pu faire la même chose. Hein. Mais lui, il a mis ça en quelques secondes. Voilà, donc il va proposer des alternatives. Donc c'est comme mon setup actuel, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce qu'il me propose. J'utilise les versions qui est intégrée dans Express, parce que c'est l'API, c'est la même API, etc. C'est juste un wrapper. Sinon, on peut utiliser aussi Fastify. Pourquoi on migrerait Express à Fastify? Aucun sens. Hein. Pas recommandé pour ce projet? Ben non. Recommandation, la migration, voilà, c'est genre les 3 lignes de code, et puis là, voilà, il met des sources. Les sources, il ne met pas tout le temps. Des fois, vous pouvez lui demander des sources, hein. Parce que des fois, vous donnez des chiffres aussi. Donc là, pas forcément sur ce cas-là, mais des fois, vous donnez des chiffres. Par exemple, 80% du code en ligne contient l'open source. Enfin, 80% de vos projets est d'open source, du code open source. Deux sortes de chiffres. Demandez-lui, il va dire, ah, j'ai fait une assumption, et il va faire une recherche. Puis après, il va dire, alors non, je me suis complètement trompé. Ou alors, il va dire, oui, c'est vérifié par ces sources-là. Mais demandez-lui, en fait. Hein. Généralement, il va dire, les chiffres, les invente en général, quand il va vite. Et finalement, il va faire une recherche, et il va retrouver des vraies sources. Il va essayer. Quelque chose d'autre que vous pouvez faire avec les AI, c'est aussi pour utiliser pour. Je parlais que dans votre code, il devient. Les langages évoluent, et finalement, des choses dont on avait besoin d'une librairie avant, ou des fois, vous n'en avez plus besoin. Par exemple, tout ce qui était, je sais pas, avant, j'utilisais le Dash pour faire des maps en JavaScript, maintenant, c'est directement dans le framework. Hein. Plein de choses comme ça. Bah, peut-être on peut juste lui dire, OK, analyse l'usage de Lodash dans notre code base, je vais le lancer. Hop. Donc le slash clear, c'est recommence clear la context window. Donc là, je lui dis analyse l'usage de Lodash dans votre code base, identifie les fonctions qui pourraient être remplacées par une fonction native, et à chaque fois, montre-moi l'équivalence, c'est quoi l'effort, est-ce que confirme que le comportement est le même, donne-moi une estimée de l'effort et priorise par l'usage. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire. Et vous avez une petite idée quand vous regardez votre code, vous dites, ah, peut-être que ça, je pourrais le faire. Et faire l'analyse vous-même dans tout votre code, ça pourrait être long. Ah, voilà, vous lui demandez, ça vous donne un fichier, une petite output. Comme je disais tout à l'heure, ça va juste vous donner une première pré-analyse pour vous dire, OK, ben oui, c'est une bonne idée. Peut-être que remplacer le dash.map par .map, c'est juste faire un remplacement super rapide. Et ça vous retire une librairie, une dépendance, hein, puisque moins de dépendance, moins de problèmes. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire ça sur pas mal tout. Tourne. Non, ça va assez vite, mais hop. Hein. Et voilà, donc par exemple, il m'avait mis non, plus. Voilà, donc il m'a dit, ben voilà, il y a 9 fichiers avec 25 appels qui utilisent le Dash, isempty, etc. Donc voilà, il m'a trouvé tous les usages de le Dash. Par contre, vous pouvez le remplacer. Il m'a fait un petit tableau récapitulatif, je crois. Par phase, les efforts, etc. Puis à la fin, il m'a même dit, OK, considère le Dash pour ça, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Si c'est utilisé qu'une fois, finalement, c'est peut-être pas très grave. Hein. Ou cela, ça n'a pas forcément de valeur de changer, c'est dans les fichiers de test. Hein. Donc voilà, prenez vraiment ça et puis posez-vous la question, est-ce que
que je veux le faire ou pas. Donc, on va arrêter. Hop. Le dernier pattern que je peux faire avec les règles de tout à l'heure, je vous disais que c'était pas déterministe. C'est vrai que si vous le exécutez 2 fois sur le code, ça fera 2 choses différentes. Enfin, ce sera sûrement le même résultat final, mais le code sera différent. Un truc qui est vachement bien, c'est qu'on peut peut-être faire, par exemple, dans le code, il nous a dit tout à l'heure, il y a plein de var. Moi, j'ai rien utilisé des consts et des lets. Alors, JavaScript, ça. Ben, peut-être on peut lui demander, donc c'est sûr qu'on pourrait, il y a sûrement des choses qui existent, hein, là c'est un cas simple, hein. Mais je peux lui dire, ok, ben, écris-moi un code mode. Donc un code mode, c'est un fichier qui va, enfin, un script qui va permettre de modifier le code de manière automatique, hein, et de manière répétée. Donc c'est écrit du code qui modifie du code. Donc là en JavaScript, ça va se baser sur l'AST, puis ça va pouvoir le faire. Donc ça c'est vachement bien, parce que si je lui demande de modifier tout le code pour remplacer tous les vars par des consts ou des lets, bah, il va sûrement en oublier, puisqu'à un moment, son contact window va devenir trop gros, il va en oublier, et il va se tromper. Moi, il va utiliser un const alors qu'il aurait pu lui mettre un let, ou le contraire. Donc là, en fait, on n'a peut-être pas envie d'utiliser les règles pour faire ce genre de choses. Puis surtout, ça va être super long. Il va lire tous nos fichiers plusieurs fois, etc. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc là, on peut lui dire, hop, là, il lui dit, bah, écris-moi un code mode avec JS Code Shift, hein, pour convertir toutes les fonctions, toutes les déclarations qui sont en var par des consts ou des lets, basées sur le fait qu'est-ce qu'on les racine ou pas. Et là, je lui dis, c'est quoi le workflow que je vais utiliser? Je fais, ben, généralement le code du workflow, généralement le code du code mode, explique-moi ce qu'il fait, teste-le en faisant un dry run sur tous les fichiers. Donc là, je lui dis sur quel fichier je veux l'appliquer, montre-moi le diff avant, après, et tu l'arrêtes. T'attends que je te dise OK. Et après que j'approuve, seulement, donne-moi la commande finale pour l'exécuter avec le mode dry run. Et je lui redis, n'exécute pas la transformation finale sans mon approbation. Je peux le dire 2 fois pour être sûr. Donc là, il est en train de le créer. Donc là, il a écrit un fichier qui explique ce qu'il fait. Donc voilà, ce fichier-là, il dit qu'est-ce qu'il va faire, blablabla, il analyse. Donc là, c'est bien parce que, hop, il est où? Hop, code mode. Donc voilà, il m'a vraiment écrit le fichier, hein, qui, lui, est un code mode. Ah, il est en train de le corriger. Ah, c'est bien aussi parce que l'avantage avec les AI, c'est que ça a une feedback loop. Le code, ça marche bien avec le code, en fait, car ça a une feedback loop. Ça compile ou ça compile pas? Est-ce que l'output, il marche ou il marche pas? Bah, si ça marche pas, il va savoir se corriger. Donc voilà, donc je suis en train de le faire. Bon, on va laisser tourner. Il reste 10 minutes. Parfait. Ok, et donc là, je vous ai montré un petit peu plein d'exemples, mais dans la vraie vie, est-ce que ça marche? Alors oui, ça marche. Alors chez Qmodine, on a déjà utilisé plusieurs fois les AI pour remplacer ou mettre à jour des dépendances sur des projets. Donc on a des projets sur lesquels on a travaillé, et plusieurs mois, il y a un client qui nous dit ah, j'aimerais bien faire une petite maintenance du projet, etc., qui est en prod, qui marche très bien. On fait une petite analyse, et puis après on lui dit ok, ben, par exemple, il faudrait remplacer React par Vite, parce que React c'est plus du maintenu. Ça marche. Alors quand je dis ça marche, c'est pas forcément que ça marche en one shot, hein. Et des fois, ça prend quelques conversations, mais c'est juste que ça finit par marcher. Migrer des React Class Components à des Function Components, ça marche bien aussi. React Router 5 à 7, ça a marché. Remplacer Moment par des JS, ça marche. Migration majeure de matériel UI, bah, ça marche pas très bien. Et en fait, pourquoi ça marche pas très bien? Parce que mon avis, hein, là, c'est que ça n'a pas de feedback. Remplacer une classe CSS par une classe CSS, le code, il marche. Et c'est juste que lui, il va pas voir est-ce que la couleur a changé, est-ce que ça a bougé. Il y a sûrement des outils qui permettent de le faire. On peut utiliser Playwright, Chrome MCP pour aller vérifier, lancer la page web avant, après, etc. Bon, c'est des patterns plus compliqués, et puis ça reste quand même un snapshot à un instant T. Est-ce que ça va être reproductible? Forcément. Pour que ça marche bien, ce qu'on a réalisé, c'est que donner des scripts de migration, hein, par exemple, le React, on lui a dit React Router, il propose des scripts de migration. On lui dit pas juste, fais la migration de React Router 5 à 7. On lui dit, ben, fais la migration de React Router 5 à 7, fais-le par la version majeure. Utilise, voilà les fichiers de migration. Faire les fichiers les liens vers la documentation pour migrer de 5 à 6 et de 6 à 7. Parce que sinon, il va peut-être le chercher, mais peut-être pas. Et si on lui dit, on est sûr qu'il va le chercher. Puis après, on fait par étapes. On lui dit, OK, maintenant, on fait la migration de 5 à 6. On teste. On commit. La migration de 6 à 7. On teste, on commit. Avant, est-ce qu'il a fini? Ah voilà, il s'est arrêté quand même avant. Donc là, toujours pour le petit point de tout à l'heure, sur le code mode. Donc il m'a exécuté le code mode, il m'a filé mon fichier. Voilà, avant, après. Qu'est-ce qu'il a jamais fait? Les fichiers affectés. Puis voilà, il me demande la petite ligne de code à lancer.
wait for approval. Bon, moi, je l'arrête, hein. Je dis pas. Ah, il paraît que je lui parle pas. Hein. Je lui dis pas non, arrête-toi. J'arrête de lui parler. C'est une machine. Hein. Je lui dis pas merci non plus, il s'en fiche. Tout à l'heure, la démo sur créer un agent, la personne disait toujours hi. Je dis pas hi. S'il lance, c'est qu'il marche. Euh, Donc, les points clés qu'on a vus, c'est vraiment 5 démos. Finalement, il n'y a qu'une seule approche. Hein. Donc, l'analyse de code, c'est l'AI qui va faire l'analyse, mais c'est vraiment nous qui allons évaluer ce qu'il y a derrière. Challengez-le, prenez pas l'output tel quel. Peut-être que c'est très bien. Hein, il y a des choses sûrement dans ce qu'il m'a dit, par exemple, remplacer le dash par autre chose. Alors, je suis très bien un body parser aussi. Et sur des grosses migrations, des grosses analyses de code, il va sûrement rater des choses. Donnez du contexte. Vous avez le contexte métier. Donnez tout ce que vous pouvez. Faites pas des analyses sur des millions de fichiers. Ça marchera pas très bien. Il y aura trop de choses dans la contexte window. Ça va faire n'importe quoi. Ayez une pensée critique. Hein. L'AI va estimer l'effort, contextualiser. Migration de PHP, 10 jours, 1000 lignes de code. Bullshit. Décider les migrations. Il y a comparé les options, mais c'est vous qui choisissez. Peut-être qu'à la fin, vous allez dire, bah non, finalement, je fais rien. Ou alors, peut-être, vous allez dire, ou alors, vous pouvez utiliser l'AI pour dire, créez 3 branches, et fais les 3, et moi, je teste les 3. Vous pouvez faire ça aussi. Puis à la fin, finalement, c'est l'automatisation, c'est l'AI qui va écrire le code, mais surtout, c'est vous qui allez valider. Faites des revues de code. Et ne demandez pas à CodeRabbit, Copilot de dire le code que l'AI a écrit, parce que finalement, c'est une AI qui va écrire le code, qui relit le code. Je suis pas convaincu. Puis surtout, vous n'allez pas comprendre. Enfin, comme je disais depuis plusieurs fois, c'est non déterministe. Quand il va faire la revue de code, il va faire 2 fois la revue de code, il va trouver 2 fois la même chose. Non. Si vous voulez commencer sur les projets, je vous conseille, c'est de commencer par l'analyse de code. Là, c'est super simple, ça ne vous fait pas de modification, ça ne coûte rien à part des tokens, hein, un petit peu d'argent. Gardez l'esprit critique, questionnez vraiment tout ce qui se passe, et allez-y plutôt progressivement. Faites une petite migration, peut-être une petite librairie ou dans un fichier, et après, vous aurez un plus gros refactoring, et après, faites des automatisations. Mais surtout, reviewez à chaque fois ce qu'il va faire. Hein. C'est sûr, ça ne va pas marcher à un moment. Et gardez le contrôle. C'est vraiment l'IA qui propose, et c'est vous qui décidez. Et fun fact, pour faire la présentation, ça m'a coûté à peu près 30 millions de tokens sur Claude, donc pour faire tous les essais, et ça a coûté à peu près $20 de tokens. C'est tout.